Bonjour à tous, bonjour Erwan. Il est 13 heures pile à ma montre, l'heure de commencer ce webinaire sur donc l'outil de financement Énercité. Pour garder la maîtrise de son projet d'énergie renouvelable citoyen en phase de développement. Et donc, comme c'est inscrit sur la première diapo, mutualiser les risques de développement des projets citoyens. Erwan, je te laisse donc commencer ce webinaire et je t'interromprai au fur et à mesure si tu veux des questions pour que les gens ne perdent pas trop le fil. J'essaierai aussi de regrouper des questions par thème s'il y a besoin. Et je te laisse donc commencer. Merci Julien. Du coup, effectivement, on va vous présenter Énercité après, on va dire, un lancement il y a un peu plus de 6 mois. Où on en est, mais aussi quels sont les principes pour ceux qui n'ont pas assisté aux réunions qu'on a pu faire un peu partout en France. Je vais commencer par des éléments de contexte sur l'énergie citoyenne. Je vais aller relativement vite, mais il faut avoir en tête que Énercité s'adresse à une population qui n'est pas que des porteurs de projets citoyens. Et du coup, il y a quand même besoin pour certains d'entre vous aujourd'hui de bien comprendre qu'est-ce qu'on va utiliser comme concept de projet citoyen et d'où ça sort. On fera après une partie de la présentation du dispositif, où on illustrera par un exemple, et puis je vous ferai un petit bilan d'où on est fin 2018. Alors, contexte de l'énergie citoyenne, très rapidement, si on regarde les chiffres de l'ADEME, on a eu un fort développement depuis 2014. Alors, d'abord, de quoi on parle? Les projets citoyens, on considère qu'on est dans une sous-catégorie des projets participatifs plus largement. Comme vous le voyez sur le tableau de gauche, les projets citoyens, c'est où les citoyens vont pouvoir s'impliquer non seulement sur l'aspect financement, mais également sur l'aspect gouvernance. Et donc, ce dispositif qui a été mûri depuis 2016 à Énercité est dans une logique d'appuyer les projets où les citoyens, quand je dis citoyens, c'est citoyens et collectivités, les territoires, on va dire de façon plus générale, veulent porter des projets. Alors, ils peuvent le faire tout seuls, ils peuvent le faire en collaboration avec des industriels, mais on est vraiment dans des logiques où on veut que la population, les collectivités soient moteurs dans les projets. Et donc, c'est tout le cadre des projets qui sont accompagnés par énergie partagée au sens large, mais ça peut être aussi des projets qui ne répondent pas à la charte d'énergie partagée sur tous les points, qui sont juste portés par des citoyens et des collectivités. On verra avec quel pourcentage tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que fin 2016, quand on a commencé à faire le point sur les 3 premières années de l'accompagnement de l'ADEME sur ces projets citoyens-là, on voyait que effectivement, dans les régions où il y avait de l'animation, et donc on parle d'émergence, on avait une forte progression des demandes des projets citoyens. Mais on avait aussi fait le diagnostic qu'il manquait des outils pour massifier. Et donc, Énercité est une des briques mises en place pour massifier sur toutes les régions. Alors, évidemment, on s'est inscrit dans un cadre législatif réglementaire porteur, puisque la loi de transition énergétique en 2015 a permis aux collectivités et aux citoyens de s'inscrire de façon très active dans le financement de projets, et donc pas uniquement dans une logique participative de faire des prêts, mais aussi vraiment la loi a permis de structurer et de clarifier la participation à la gouvernance des citoyens un peu, mais surtout des collectivités, puisque maintenant les collectivités peuvent être actionnaires des sociétés de projets qu'on crée. Donc ça, c'est vraiment un des grands points de la loi de transition énergétique, l'article 109 et 111. On a, dans l'esprit de la loi, mis en place une incitation
pour les porteurs de projets à inclure collectivités et citoyens. Donc ça, c'est les bonus participatifs qui après ont été déclinés dans les appels d'offres de la Creux. Et puis, ce qui est important aussi de signaler, c'est que en 2016, l'idée c'était de construire un écosystème pour faire du fléchage de l'épargne des citoyens, des habitants vers les projets d'ENR. Fin 2018, enfin début 2018, on était dans une approche un peu plus précise en distinguant finalement les projets citoyens sur lesquels des bonus seraient plus importants parce que implication de la population locale sur coût par rapport à des bonus participatifs où là on est uniquement dans une logique de d'épargnants et donc c'est des outils qui peuvent être très simplement mis en place sur les plateformes. Donc, on a cette distinction reconnue par l'ADEME, par la CRE, qui est maintenant mise en place aussi dans les incitations fiscales, dans les incitations tarifaires, pardon. Aujourd'hui, c'est quoi l'animation de territoire des projets citoyens? Les projets citoyens donc financés, dont l'animation est financée par l'ADEME et les régions, c'est une dizaine de réseaux régionaux qui ont été constitués. Donc on est passé de 7 à 10 et on est en train, on espère en 2019, de couvrir toute la France. Pourquoi? Parce que on a besoin, avant de préparer les projets, de lancer, d'offrir des outils au développement des projets, de convaincre les citoyens, de convaincre les élus sur le potentiel, sur la faisabilité de faire ces projets citoyens et de l'intérêt pour les territoires de le faire. Et donc, toute cette phase-là d'émergence, elle continue à être soutenue directement par l'ADEME auprès de structures associatives qui sont régionales. Donc, il y a certaines régions où il y a un animateur, d'autres, par exemple, Sirena en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 3. Donc, on est dans une logique de déploiement de moyens qui est le pendant aussi d'Enercité. C'est-à-dire que côté Enercité, on va faire un outil pour financer les projets, mais on a vraiment voulu que l'ADEME conforte cette brique d'émergence qui, après, dépend du cofinancement aussi. L'ADEME n'est pas que seul financeur. Il y a les régions, mais globalement, ce qu'on veut, c'est couvrir tout le territoire. Et au niveau national, l'ADEME a conforté son effort sur les projets citoyens avec une convention de 3 ans avec Énergie Partagée Association qui coordonne ces différents réseaux, qui permet du coup de faire du retour d'expérience d'une région par rapport à l'autre et puis met en place les groupes de travail pour avoir la taille critique, d'avancer et d'apporter des outils pertinents pour les porteurs de projets citoyens, les collectivités. Donc, on est là dans la brique émergence et puis on a maintenant la partie Enercité qui va venir compléter ça. Au-delà, une fois que on va dire l'étincelle a été allumée, comment on fait en sorte que les projets citoyens et de collectivités puissent être, ne pas avoir de mur pendant le développement. Donc, si on présente rapidement Enercité, on est vraiment focalisé sur la partie du développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le développement, on est dans des phases qui prennent entre 1 et 5-6 ans, on va dire, pour les projets les plus longs, les projets éoliens, où on va faire les études, obtenir les permis avant de construire. Et cette phase-là, en fait, même si elle n'est pas obligatoirement très capitalistique, c'est de l'argent qui est très risqué, puisque si on n'a pas les permis, si on n'a pas le tarif d'achat, s'il y a du recours, tout le projet peut s'arrêter. Et la réflexion qu'on a eue avec l'ADEME, avec la Caisse des dépôts, et puis les différents acteurs de l'énergie citoyenne qui ont réfléchi au dispositif, c'était de dire, contrairement à des sphères privées où finalement la mutualisation du développement permet d'équilibrer et de prendre le risque, c'est-à-dire qu'un développeur classique, il va lancer 10 projets et s'il y en a la moitié qui réussissent, la moitié qui réussit va permettre de couvrir les frais des autres.
quand on est sur des projets citoyens, des projets de territoire avec des collectivités, on a plutôt un ou deux projets à mettre en place localement. Donc, le risque, il est bien plus fort. Et donc, on avait des territoires, des citoyens qui étaient plutôt sur la réserve pour lancer en phase de développement. Et la solution facilitée, c'était plutôt de dire, bon, bah, je donne les clés du camion à un développeur privé qui va faire le développement. Et puis, moi, je rentrerai peut-être dans la gouvernance à la fin ou je serai spectateur du projet. Là, on est avec Enercité, on a un outil qui va permettre aux territoires, aux collectivités, aux citoyens de dire je peux porter mon projet tout seul ou en coopération avec un développeur privé, mais en restant maître du développement. Et le développement, c'est quand même le nerf de la guerre pour choisir l'implémentation, faire des choix techniques qui vont après, dans toute la période d'exploitation, impacter territorialement. Avec le son, avec les nuisances. Donc, si on n'est pas à la maîtrise du développement, eh ben, on a du mal à gérer toute la partie exploitation de façon sereine. Donc, le dispositif d'Enercité, il est alimenté, on va dire, par l'écosystème émergent où tous les projets citoyens, tout le réseau, les réseaux régionaux, les réseaux nationaux identifient et aident, accompagnent des porteurs de projets. Enercité va mettre de l'argent comme un actionnaire classique dans la société de développement. Et l'engagement d'Enercité, ce n'est pas de rester dans la durée dans l'outil, dans les sociétés de projet, mais c'est de céder les participations qu'il a prises à la fin du développement. Et donc, on les cède en priorité aux acteurs du territoire. Alors, premièrement, aux partenaires de la société de projet, mais si les partenaires eux ne veulent pas obligatoirement accroître leur part d'investissement, eh ben, on les cède dans un écosystème de financement qui va être un écosystème local. Donc, ça peut être des acteurs qui n'ont pas voulu prendre le risque de développement avec le reste des partenaires. Donc, ça peut être des syndicats, ça peut être des SEM. Et l'idée est bien que dans la thèse d'investissement et dans l'objectif de la participation à l'université, la dynamique territoriale prévale du début du développement à la fin de l'exploitation. Et du coup, qui s'est réuni sur ce projet On a 3 actionnaires institutionnels, donc le groupe Caisse des dépôts, le Crédit coopératif et l'IRCANTEC, qui, partageant les mêmes valeurs et les mêmes priorités vis-à-vis du développement petit 1 des énergies renouvelables, petit 2 et les énergies renouvelables, qui vont créer de la valeur aussi locale, ont mis une certaine somme d'argent sur la table, aujourd'hui 10 millions, sont engagés à mettre 10 millions pour créer un outil donc qui est aussi une société, hein, ça va être un véhicule d'investissement, mais on n'est pas en fonds, on est une société classique qui a pour mission d'investir dans des sociétés de projet. Et donc, pour faire toute cette analyse des projets et mettre en place ces investissements, eh ben, ces actionnaires, les 3 actionnaires d'Enercité ont choisi de confier à Énergie Partagée Investissement cette mission d'analyse, d'instruction et d'investissement. Donc, Énergie Partagée, là, intervient en tant que prestataire. On a un rôle de président parce qu'on gère la SAS, mais on est dans une logique de prestation vis-à-vis des actionnaires. Ce qui est très important dans la conception de l'outil, puisque ça veut dire que qui décide de la thèse d'investissement, c'est-à-dire le cadre général dans lequel on investit, qui décide des projets dans lesquels on a investi, ce sont nos actionnaires qui se réunissent dans un comité d'investissement décisionnel, et ça de façon mensuelle. Donc c'est eux qui décident de la thèse d'investissement. Énergie partagée n'est là que pour instruire les dossiers et proposer des dossiers qui répondent à sa thèse et évidemment échanger avec les actionnaires sur les besoins des porteurs de projets, mais c'est bien les actionnaires et ces 3 actionnaires-là qui décident au final de l'investissement. Je précise que dans ce comité d'investissement, en fait, il y a 4 personnes, puisque la Caisse des dépôts a 2 représentants, un
qui vient plutôt de la partie énergie, donc apporter ces compétences-là, et puis une autre personne qui apporte plutôt l'angle économie sociale et solidaire, puisque c'est bien sur ces deux jambes-là que le groupe Caisse des dépôts a appuyé la démarche. La thèse d'investissement d'énergie partagée, d'Enercité. La thèse d'investissement d'Enercité, aujourd'hui, on est en construction. Donc, faut que vous ayez en tête que ça, c'est la thèse d'investissement, les grands principes qu'on a aujourd'hui. En fonction des besoins, on travaille, on s'adapte, on est flexible, donc on y réfléchit. Qu'est-ce qu'on vise? On vise à faire uniquement des participations minoritaires, c'est-à-dire moins de 49%, et en fonds propres. En fonds propres, c'est-à-dire on rentre en action, on ne fait pas de prêt, on ne fait pas d'avance remboursable, on est vraiment dans une logique où on veut avoir une partie de la gouvernance dans le sens de la responsabilité du projet. Maintenant, c'est de toute façon aux porteurs de projets locaux de décider le contournement. Mais sur l'administration, l'organisation de la société, Enercité veut qu'on ait quand même des fondamentaux d'analyse de risque et de partage des décisions qui soient clairs. Et donc, pour ça, Enercité rentre dans la gouvernance. Participation minoritaire. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est pas que ce soit Enercité qui porte le développement des projets, mais qu'on soit un outil de financement d'initiatives portées par des collectifs citoyens des territoires. Donc, on est vraiment dans une logique où, même si l'investissement peut être important, on considère que la locomotive, c'est le territoire et l'actionnaire de référence, ça doit être les acteurs du territoire. Aujourd'hui, on a priorisé deux technologies, l'éolien et le photovoltaïque, sur 2018-2019. On verra à s'ouvrir après, mais on voulait d'abord travailler sur les filières les plus matures. Maintenant, ça ne vous empêche pas, si vous avez d'autres projets, de commencer à nous alimenter. Ça permettra au comité d'investissement de voir, en fait, en termes de réflexion, en termes de risque, quand est-ce qu'il faut qu'on passe sur d'autres technologies. Mais pour l'instant, on va dire qu'on n'aura pas en 2018, 2018 et 2019 d'investissement sur d'autres technologies. Mais s'il faut les préparer, préparons-les pour 2020, remonter les projets. On a 10 millions d'euros de capital engagé, donc on vise à peu près 150 projets et on vise des projets supérieurs à 1 mégawatt. Et pourquoi on vise des projets supérieurs à 1 mégawatt? Parce que d'expérience, on a une difficulté sur des projets inférieurs à rémunérer le développement. Or, évidemment, Enercité, on va on va financer des projets, mais on va viser à faire une marge sur notre prix de sortie pour, premièrement, équilibrer le portefeuille qui aura eu des échecs. Deuxièmement, rémunérer la structure, les frais opérationnels de la structure. Puis troisièmement, rémunérer les actionnaires du dispositif, même si la rémunération est relativement basse. La démarche de nos investisseurs, elle est tout de même d'avoir une rémunération sur l'argent qui mobilise. Donc, on va viser des tickets moyens entre 40 et 150 000 euros. Les modalités d'investissement, donc ça va être des parts sociales. Après, on pourra mettre en place des comptes courants, mais on sera dans des logiques principalement de parts sociales. Et un point très important, c'est qu'on veut que les projets soient détenus à 40% par les collèges, citoyens et collectivités. Pourquoi on a pris ce 40% qui peut sembler beaucoup à certaines collectivités et puis certains positionnements de développeurs aujourd'hui qui sont pas encore dans des dynamiques de co-construction. C'est beaucoup, mais ça permet finalement d'être sûr que les citoyens et les collectivités ont des moyens des minorités de blocage et des moyens de peser sur la qualité du développement. Après, l'idée, c'est pas obligatoirement que ces 40%-là soient présents dès la constitution de la société, c'est mieux. Et s'il y a la dynamique, de toute façon, en intégrant Enercité, il faut qu'on ait au moins ces 40%-là. Donc, il y a un sujet aussi de gouvernance, c'est-à-dire
il y a le capital, mais il y a aussi la gouvernance. Et si les citoyens et les collectivités dans les projets qui sont présentés ont un poids, une gouvernance forte, on les regardera avec attention, même s'il n'y a pas 40% du capital. Donc ça, c'est un peu la troisième ligne, c'est-à-dire qu'on veut une implication forte dans la gouvernance, dans le développement des projets, pour être sûr que les projets qu'on soutient, eh bien, ça soit des projets qui correspondent à la volonté du territoire sur le long terme. Et puis, la sortie au profit du territoire, on essaie de le négocier très en amont. Nous, notre objectif pour sécuriser l'outil Énercité, c'est de savoir qui va être notre actionnaire repreneur, et plus ça sera sécurisé, plus on pourra prendre de risques dans la taille de l'investissement. Erwan, une petite question là tout de suite. Est-ce que les actionnaires d'Énercité ont pour projet d'élargir les modes d'évaluation à d'autres critères que les aspects financiers purs? Alors, là, je présente les aspects financiers classiques, mais nous, évidemment, d'un point de vue technique, on va regarder la qualité du projet et puis on va s'attacher à la qualité de la gouvernance et de la partie dynamique territoriale. Donc, effectivement, quand on instruit les projets, on regarde tous ces critères-là. Je donne les critères financiers qui sont les plus restrictifs. Mais sans appliquer la charte énergie partagée, parce que c'est pas l'objet, on est quand même très attentif à la démarche globale, à un intérêt territorial fort porté par les projets. Effectivement, là, la personne ajoute à sa question en particulier tout ce qui est coûts et gains socio-économiques plus larges sur acteurs, sur le projet, sur le territoire, qui sont parfois mal quantifiés dans des grilles purement économiques et en fait qui peuvent finalement jouer fortement sur la solidité du projet en termes d'acceptabilité, etc., etc. Donc, est-ce que ces critères sont bien observés quand même? Tout à fait. Premièrement, nous, on va faire remonter l'intérêt sociétal du projet, l'intérêt territorial et les retombées que ça peut avoir, parce que c'est clairement un fer de lance pour Énercité. Et après, nous, dans la grille d'analyse que Énergie Partagée va faire pour Énercité, on va regarder quelle est la dynamique et la solidité des porteurs de projets, leurs compétences, la façon dont ils sont organisés. Donc ça fait partie aussi des critères d'analyse. Là, je vous ai présenté, on va dire, principalement les lignes rouges. Du coup, si je reprends la main. On aura, ce qu'on vise, c'est trois canaux pour originer les projets. Premièrement, évidemment, les réseaux régionaux dont on a parlé tout à l'heure. Deuxièmement, les collectivités avec lesquelles on peut travailler et si c'est possible, de les orienter aussi sur le réseau régional pour qu'ils aient un accompagnement. Mais on voit qu'on a aussi des sollicitations en direct de collectivités qui sont pas encore dans ce réseau régional d'énergie citoyenne, mais qui sont fortement intéressés à faire des projets de territoire avec les citoyens et donc qui peuvent tout à fait répondre à la thèse d'investissement de l'énergité. Et puis on a des développeurs, des bureaux d'études qui sont aussi en train d'évoluer sur la logique de co-développement par rapport principalement à des sujets d'acceptation, mais aussi le chemin faisant, ils comprennent que le travail et les apports du territoire pendant la phase de développement peuvent être un gage de succès pour leur projet. Les modalités d'instruction, donc si vous avez des projets à apporter à Énercité, donc c'est une énergie partagée qui va faire l'instruction, évaluer, mais aussi conseiller. On est dans une logique pour Énercité de conseil vis-à-vis des porteurs pour qu'on regarde un peu les compétences déjà présentes, les compétences à aller chercher. S'il y a besoin de regarder quels sont les prestataires qui sont nécessaires pour le projet, on peut évidemment venir en appui. Et puis sur tout l'aspect développement, de bien faire prendre
conscience aux porteurs de projets des différents enjeux, des phases. C'est important qu'on construise cette culture du développement commune pour que entre des actionnaires, des partenaires privés, publics, citoyens et Enercité, et ben ça se passe bien pendant toute la phase de développement en ayant mis rapidement en place qu'est-ce qu'on attend comme livrable, qu'est-ce qu'on attend comme dynamique, qu'est-ce qu'on attend aussi comme travail d'inclusion et de communication sur le territoire pendant toute la phase de développement pour permettre justement cette appropriation citoyenne. On a beaucoup de projets dont c'est l'enjeu principal finalement en termes de communication, de structuration des dynamiques locales pendant le développement, mettre en place des outils et donner la possibilité finalement, au-delà d'une concertation, on va dire un peu classique, donner la possibilité au territoire de faire ses choix. Et donc, si on est dans des projets portés vers les citoyens, des collectivités, nous, notre option, c'est qu'on pourra s'appuyer sur eux pour récupérer les propositions du territoire et les proposer dans le cadre des choix qui vont être faits, des choix techniques qui peuvent être faits pendant la société de projet. Alors, si je prends un exemple rapide, par exemple, une collectivité qui veut valoriser un centre d'enfouissement technique, et donc là, on part sur une hypothèse de 8 mégas potentiels. Elle veut associer des structures du territoire, des associations, des citoyens. Ils vont s'appuyer sur un bureau d'études, donc pas obligatoirement un développeur, mais ça peut être le choix. Et ce qu'on va préconiser, nous, c'est la création d'une société de projet avec très peu de capital au début. Et on va partir sur, on va dire que la commune qui a la maîtrise foncière à 25% des parts, 26% qui pourrait être apporté par une association citoyenne, et puis il reste à trouver 49%. Donc si on est dans cette dynamique-là, finalement, pour vous donner la photo globale, l'émergence qui a été financée au début sur la faisabilité, c'est 10 000 euros. Là, un développement d'un projet, un projet solaire de cette taille-là, c'est entre 100 000 et 200 000 euros. Et c'est qu'à la fin du développement qu'il faudra lever les 8 millions qui vont permettre de créer l'outil. Donc, c'est important qu'on ait bien tous en tête sur le fait que le développement, c'est de l'argent à risque, mais finalement, les sommes ne sont pas non plus très importantes. On est sur des budgets qui sont raisonnables et Enercité aura aussi vocation à s'assurer que les budgets sur les développements qui sont prévus dans le cadre de son intervention sont bien cohérents avec ce qu'on peut retrouver. Donc ça pourrait être le moyen aussi pour les collectivités et les citoyens d'avoir un peu une visibilité sur la taille du financement du développement. Donc, si on est dans cette logique où Enercité intervient, là j'ai pris à gauche l'exemple des 200 000 euros en développement, la collectivité en bleu, les citoyens en rouge, Enercité en vert, et puis là on a pris l'hypothèse qu'un développeur serait là à 25% aussi. Et vous voyez à l'intérieur du cercle de gauche, ce sont les parts sociales et la gouvernance. Donc là, ce qu'on prône, c'est que chaque acteur ait 25% des droits de vote et donc 25% de la gouvernance et que les choix soient faits si c'est possible à l'unanimité, mais sinon ça va être des gouvernances des 3/3. Par contre, le financement, il n'est pas complètement du développement, qui est le cercle extérieur, il n'est pas complètement aligné là-dessus. Donc, il y a deux choses à remarquer. Le développeur apporte sa part du financement. Enercité ne viendra jamais financer le coût de développement d'un développeur. Par contre, là, on est dans une logique où on a proposé une asymétrie entre les parts sociales d'Enercité et puis le financement. Donc, on prend 200 000 euros, mais on n'a que 25% des parts sociales. Ce cas-là, il est possible pour Enercité uniquement dans le cadre où on a déjà des accords avec les collectivités et les citoyens sur le fait que ces deux acteurs-là, nous reprendront une partie des parts sociales à terme. Et donc,
vont racheter, on sait déjà dans quelles conditions le rachat va être fait par les citoyens, les collectivités des parts d'Enercité. Donc, ça, c'est la photo en développement. En exploitation, donc, comme on est dans une logique de cession, Enercité, on voit qu'en développement, il n'est plus là, il est en vert. Par contre, les citoyens, les collectivités ont repris une partie du financement, donc Enercité leur a cédé. Et puis, un nouvel acteur est arrivé, un acteur de territoire, par exemple une SEM. Donc, on est dans cette logique où on va céder à des acteurs du territoire à un prix évidemment supérieur au coût du développement basé sur les frais. Mais dans une logique où on essaye dès le début d'avoir identifier quelles sont les conditions de rachat par les citoyens, des structures internes, par des structures externes, ici la SEM. Voilà, mais du coup, je pourrais revenir un peu après sur les conditions de rémunération d'Enercité. Je pense que pour nous, c'est en construction, mais c'est aussi des points d'attention. En termes de déploiement, côté Enercité, on s'est constitué réellement en mai 2018. Donc, même si on avait commencé à faire des premières réunions avec les régions dans certains événements début 2018, la société a été créée fin avril, début mai. Et donc, on a finalement 6 mois d'existence. L'outil, cette première année de mise en place dans les territoires, l'outil était quand même vu comme un outil à vocation nationale. Mais l'idée, c'est bien qu'on réponde à des besoins de territoire. Et donc, cette première année, comme j'ai dit tout à l'heure, il est très important en termes de communication qu'on fasse, nous, notre stratégie de déploiement en accord avec les territoires, les outils qui existent déjà. Et donc, même s'il a été pensé au niveau national, on a du travail cette année, on a passé beaucoup de temps et on continue avec les ADEME et puis les régions à voir quelles sont les synergies et ne pas générer de doublons sur les territoires entre les outils régionaux d'investissement et puis Enercité. Donc on a fait énormément de réunions au niveau régional avec les ADEME et avec les régions. On n'a pas fait encore partout. Dans toutes les régions. Il nous reste encore 3-4 régions à travailler avec ces structures-là. Mais les principales régions où le réseau citoyen est structuré, on a déjà fait au moins une intervention de présentation d'Enercité. Donc, on s'est donné sur 2018 ce temps de cohérence et de mise en cohérence. On voit qu'on a eu finalement plus de mal à déclencher les réunions puisque en fait on s'est aussi mis au diapason de temps de communication par les régions sur leur système et du coup certaines étaient très mûres et voulaient communiquer sur le premier semestre. D'autres sont en cours de constitution, de mise en place d'outils de politique régionale sur tout l'accompagnement des projets citoyens. Et comme on veut mutualiser, ça prend un tout petit peu plus de temps. Après 6 mois où on en est, on a clairement une bonne notoriété au sein des réseaux citoyens où maintenant on est identifié et tous les réseaux parlent de nous. Le point qu'on a pour 2019, c'est d'élargir la communication, entre autres vis-à-vis des acteurs qui sont pas encore dans cet écosystème citoyen, mais qui sont proches, entre autres tous les réseaux des collectivités. On a et des ENR spécifiques. On a fait quelques présentations au sein d'outils comme la FNCCR, les territoires TEPOS, d'Enercité vis-à-vis de certains syndicats, mais on n'a pas encore massifié la présentation d'Enercité pour 2 raisons. Premièrement, pour une raison de temps, et puis aussi pour une raison de constitution d'Enercité dans son approche de la politique d'investissement. Comme on vous l'a dit,
On est aujourd'hui encore dans une phase de réflexion et d'adaptation aux besoins. Et du coup, c'est évident que ces premières années, on est dans une politique où on va essayer d'être le plus efficace et de répondre aux porteurs de projets. Donc, on s'adapte et on ne veut pas figer des lignes et les diffuser en termes de communication trop tôt. On veut premièrement instruire des dossiers pour adapter la politique d'investissement et puis après la graver dans le marbre si besoin. Donc on est aujourd'hui encore dans une politique de dialogue avec les porteurs de projets, avec les demandes qui viennent des porteurs de projets citoyens, des collectivités ou des développeurs pour qu'on s'adapte. On est encore dans cette phase. Un peu de visibilité sur le pipe de l'outil. Aujourd'hui, on a 13 projets en prospect, 7 en vivier. Vivier, ça veut dire que il y a déjà un intérêt pour Enercité qui a été émis par le porteur de projet. Et donc, on est en discussion de voir comment on pourra intervenir. Et puis, on a fait 4 comités d'investissement qui ont validé les accords de principe sur 5 projets qui représentent 33 mégawatts et dont on espère faire la clôture entre la fin de l'année et puis le premier semestre 2019. Ça prend un peu plus de temps qu'on l'avait en tête, mais voilà, ça fait aussi partie des apprentissages et du retour d'expérience qu'on a pu opérer sur 2018. Donc on est relativement serein sur le fait qu'il y a de la demande pour l'outil. Il nous reste pas mal de populations à toucher, porteurs de projets et collectivités, mais on voit un vrai intérêt pour l'outil dans son appui de projets, soit des projets qui peuvent être aussi rachetés, par exemple. On a beaucoup de demandes aujourd'hui de rachat d'études par rapport à des projets qui ont été lancés par du privé. Donc, c'est des choses très intéressantes. Voilà, du coup, j'ai pas vu beaucoup de questions arriver tout de suite. On a maintenant un temps d'échange pour les questions plus générales. Alors, je vois une question sur la préfaisabilité. Julien, moi, j'entends que on est plutôt là sur de la préfaisabilité en émergence. Et du coup, c'est pas le rôle d'énergie partagée investissement de faire cette partie préétude. C'est vraiment énergie partagée investissement, il va plutôt s'inscrire à la fin du développement et en post-développement. C'est vraiment les outils et les dispositifs mis en place par l'ADEME, les conseillers régionaux, qui vont pouvoir faire cette préfaisabilité. Donc on est normalement là dans un périmètre mis en place et sur lequel on aura des outils, des aides, des subventions mises en place par les régions et l'ADEME. Moi, j'ai une question, Erwan. Est-ce que, à ta connaissance, il y a d'autres outils qui viennent s'articuler avec Enercité sur le financement du développement? Alors, sur le financement du développement, aujourd'hui, le gros est plutôt côté développeur, où on a des développeurs des privés qui vont faire toute cette phase-là sur leurs fonds propres, eux-mêmes financés par des fonds de capital risque. Donc ça, c'est l'écosystème aujourd'hui. Et ce qu'on voit se développer, qui vont être des partenaires d'Enercité, c'est des SEM, des outils régionaux, des syndicats d'électricité, des outils départementaux qui se créent en se disant, bon, on a une vocation à développer les outils ENR local, c'est important de peser sur le développement, sur la gouvernance et sur la qualité du projet. Et donc, ça fait partie des structures qu'on va retrouver, nous, autour de table du développement en tant que partenaire. Une collectivité ou un syndicat, ils voudront aussi rentrer dans la phase de développement, mais pas obligatoirement mettre les dizaines et les centaines de milliers d'euros. Premièrement, parce qu'ils ont une rentabilité, une trésorerie limitée, puisque ça reste des projets à risque.
Donc, l'idée, c'est qu'ils se servent d'Enercité aussi pour mutualiser le risque. Ok, merci Erwan. On a une question là sur Facebook. Quelles sont les conditions de rémunération d'Enercité, de l'outil Enercité? Car vous ne travaillez pas pour la gloire. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de rémunération qui soit mise en place de façon claire au début. On est dans une logique où Enercité achète des parts, prend le risque avec les partenaires du développement et va revendre ses participations. Et du coup, le sujet, c'est à quel prix on revend les participations, soit aux acteurs qui sont avec nous à nos côtés dans le développement, soit aux nouveaux acteurs entrants. Et là, on a trois possibilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore en termes de réflexion parce qu'on veut expérimenter ces trois possibilités. Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas obligatoirement donner de chiffres précis de lignes rouges. Les trois possibilités qu'on entrevoit, c'est de se mettre d'accord avec un acquéreur sur le fait que quand Enercité met 100 en développement, eh ben, il revendra ses parts avec une logique de multiple. Donc, faire une multiplication. Je revends 200, 300, 400. Donc, je revends avec des multiples de 2, 3, 4. Ça, en fait, tout ça, ça dépend fortement de la technologie et des pratiques du marché. Aujourd'hui, si on regarde le marché éolien, le multiple fait par le marché, il est plutôt entre x10, x20, x30. Donc, Enercité ne veut pas faire ça. Enercité veut faire en sorte que le développement et la rémunération du développement permettent à Enercité de couvrir son risque de développement et de rémunérer ses actionnaires de façon très raisonnable et relativement basse. Donc, le multiple, en fait, il permet d'avoir de la visibilité aux investisseurs assez tôt. À mon avis, on va plutôt l'utiliser sur des projets dont le développement va être assez court, plutôt des projets solaires. C'est-à-dire que la structure qui va nous dire oui, je suis d'accord, pour vous racheter vos études, votre investissement avec un multiple de 2, de 3, de 4, il faut qu'il y ait une certaine visibilité sur les tarifs d'achat et les conditions de la fin du développement. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, on va dire, sur le solaire. La deuxième façon qu'Enercité envisage de valoriser ses parts à la sortie, c'est de dire, eh ben, on s'engage avec les partenaires qui veulent nous racheter sur un taux de rémunération pendant leur phase d'exploitation. Donc, se dire, bah, si la SEM locale qui ne veut pas investir dans le projet en phase de développement, mais qui va nous racheter les parts, a un objectif de rentabilité de 6% sur la phase d'exploitation, ben on fait en sorte que on lui revend les parts à cet objectif de 6%. La troisième façon qu'on a, ça va être de se dire tous les partenaires du développement aujourd'hui ont une certaine visibilité du prix du développement pour les mégawattheures installés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous discutez avec un développeur éolien, il va nous dire, bah moi, j'estime que aujourd'hui, le prix du marché ou ce que je veux atteindre, en tout cas en termes de rentabilité, c'est de valoriser le mégawatt installé en éolien à entre 150 et 300 000 euros. Quand les développeurs qui font du développement tout seuls, ils sont plutôt dans une logique où ils visent les 500. Nous, on va trouver des partenaires où on se met d'accord sur une valorisation du mégawatt installé, mais à des prix raisonnables qui vont permettre à la structure suivante de faire une rentabilité acceptable. Donc, on est aussi en possibilité, cette troisième option, de se dire, avec tous les partenaires du développement, on vise une valorisation du projet sur un nombre d'euros au mégawatt installé. Ça, c'est de toute façon à la fin du développement qu'on aura les réelles conditions de marché. Mais en tout cas, c'est important qu'on se mette ça dans le pacte des actionnaires pour que Enercité se dise, OK, bah, si on a bien cet objectif-là et qu'il est commun,
on est cohérent, nous, avec la politique d'instruction d'Enercité. Ok, merci pour cette réponse très complète. On a une question de Bruno qui revient, je pense, sur ton pipe projet quelques slides après pour savoir à peu près la répartition géographique des projets qui sont prévus. Alors, il n'y a pas de contrainte géographique. On vise, enfin, si, il y en a, je dis ça, mais s'il y en a, aujourd'hui, on vise la métropole. On n'est pas dimensionné pour accompagner des projets en dom-tom ou des projets d'innovation technologique. Mais pourquoi pas, on pourra réfléchir. Aujourd'hui, on est concentré effectivement sur la métropole. Après, dans la métropole, que ce soit des projets qui soient dans des réseaux d'animation citoyenne ou pas encore, on regardera tous les projets. Ok. Et une question, est-ce qu'on pourrait avoir un schéma global sur l'articulation des structures qui financent le développement? Est-ce que tu pourrais éventuellement l'intégrer dans cette présentation? Et j'en profite pour dire que justement, j'adresserai cette présentation ainsi que la vidéo et tout autre support qui pourrait être utile dans une ressource que j'adresserai ensuite à tous ceux qui étaient inscrits à ce webinaire. Donc un schéma global sur l'articulation des structures de financement. Alors, il y a plusieurs outils nationaux, mais il y a surtout beaucoup de dispositifs régionaux. Donc, à mon avis, c'est un peu compliqué de faire un seul schéma, on va dire, reprenant la totalité. Hier, j'étais à Lyon, par exemple, et donc on parlait des dispositifs de l'ADEME, de la région qu'ils ont mis en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, pour avoir des outils pertinents pour les porteurs de projets, je pense que c'est cette dimension-là qu'il faut avoir. Et donc, ça va plutôt être un livrable qu'on est en train de mettre en place au niveau régional pour voir quels sont les différents acteurs, quels sont les différents outils qui vont nous permettre de financer le développement. J'étais à Laval là, sur la journée du réseau Pays de Loire et il y a une frise justement qui a été faite avec quels sont les différents acteurs qui peuvent rentrer aux différents niveaux. Donc, c'est en train d'être mis en place, et principalement au réseau, enfin, au niveau régional, parce que les politiques régionales et les politiques de l'ADEME peuvent vraiment être spécifiques. Donc, on peut faire un outil, une photo des structures nationales, mais moi, ma perception, c'est que les trois quarts aujourd'hui des outils d'appui citoyen, ils se déclinent plutôt au niveau régional. Merci Erwan. Bruno pose une question qui est intéressante. Il demande si du coup les régions qui sont plus propices au solaire et à l'éolien vont être par nature favorisées puisque vous allez financer plutôt de l'éolien et du solaire. Alors, il y a deux façons de comprendre la question. Nous, là, les projets solaires qu'on entrevoit, ils sont pas tous au sud, hein. On regarde des projets partout et on a bien ce point d'attention à faire en sorte que on ait partout des projets citoyens, quelles que soient les technologies. Donc, évidemment, il y a des critères financiers sur lesquels on sera attentif, mais l'objectif de l'outil n'est pas de faire le plus d'argent possible. Il est de couvrir ses frais principalement. Donc, on va pas privilégier le sud par rapport au nord. Si le nord est en capacité de faire des projets qui se tiennent, on le fera. Après, sur la technologie, on a commencé avec ces deux technologies-là, sachant que là, on couvre, à mon avis, 95% du territoire qui est en capacité de faire soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'on a la volonté de s'ouvrir d'ici un an ou deux sur les autres technologies, parce qu'on sait qu'il y a des besoins, on sait qu'il y a des besoins sur la méthanisation, il y a quelques besoins sur l'hydro, et puis du bois énergie. Tout ça, ça fait partie des énergies qui font du sens pour Énercité et pour les trois actionnaires de l'outil. Donc, si je résume ta réponse, et pour rassurer Bruno, il y a bien une recherche d'équilibre entre les régions dans l'affectation. Ouais. Il y a une volonté de pouvoir appuyer toutes les régions et pas uniquement certains. Eh bien, nous avons une dame qui s'appelle Justine qui nous pose cette question. Est-ce qu'il est prévu des modalités d'intervention tardive
en milieu, voire fin de développement, avec une dynamique citoyenne qui aurait mis du temps à s'installer, et sur un projet, par exemple, initié par un développeur? Ou est-ce que vous êtes plutôt tourné sur des interventions en phase d'émergence et de démarrage du développement? Enfin, tout à fait, on va regarder absolument toutes les possibilités et celle-là, comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est une vraie possibilité de sortir des projets ou de faire des projets finalement citoyens sur des projets qui ont été dont le développement s'est lancé, mais c'est un peu enlisé. Et donc, on a deux, trois propositions déjà dans le pipe où on est dans une logique de racheter une partie des études qui a été faite par un développeur, où là, le territoire, pendant le développement, a voulu se saisir du projet, donc rentrer dans une logique de co-développement. Et du coup, il y a une partie des études qui a déjà été faite, qui a déjà une certaine valeur. Et Enercité va permettre aux collectivités et aux citoyens de rentrer à côté du développeur ou de racheter complètement les études si le développeur veut sortir, afin que on finisse le projet de façon citoyenne. Donc le coût, on va dire, des entrées et du développement est un tout petit peu plus cher au début, mais c'est des durées plus courtes, donc on est dans des logiques sur lesquelles Enercité pourra faire des offres. Eh bien, on a Dorian qui pose cette question: quelle est la place accordée aux projets en co-développement vis-à-vis des projets citoyens purs? Est-ce que vous allez favoriser les projets citoyens dits purs? On a aujourd'hui pas cette contrainte de faire des choix. On a suffisamment d'argent pour tout prendre et il y a une vraie volonté des actionnaires en fonction des besoins de réinvestir s'il y a besoin. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de limite. La limite, elle est au fait que les projets en co-développement soient des projets qui répondent à la charte d'Enercité, donc en incluant bien les citoyens et les collectivités dans les principaux choix. Mais il n'y a aucun problème à répondre à toutes les demandes, et toutes les demandes sont vraiment pour nous source aussi de consolidation des modèles, et aucun souci à accompagner des structures plus privées aussi dans la dynamique citoyenne. Alors, soit qu'il est déjà entamé et que le territoire la revendique déjà, soit, entre autres, être accompagné par les réseaux régionaux pour la favoriser. Merci Erwan. Alors, Dorian poursuit la question pour savoir s'il y a déjà la charte Enercité, enfin, Enercité est à disposition déjà. Alors, j'étais tenté de lui mettre le lien vers le site, mais est-ce que tu peux nous dire si cette charte est déjà formalisée, déjà consultable? Alors, la charte Enercité, on va dire, sur le développement, sur les aspects techniques, les aspects environnementaux, on reprend, on va dire, le mieux disant de ce que fait l'industrie, donc les chartes d'amorce, les chartes du clair sur où on va développer des ENR, que l'impact environnemental soit limité, que la partie conciliation information avec les différents acteurs du territoire soit là. Il n'y a pas de charte qui va être écrite avec euh, une vision, on va dire, plus restrictive, ce qui se fait de mieux par l'industrie. Donc on va dire, on est dans des exigences vis-à-vis de la réglementation et vis-à-vis du comportement exemplaire, une éthique exemplaire du développeur. Mais il n'y aura pas de charte, à mon sens, Enercité de mise en place. Erwan, j'ai quand même mis le lien vers Enercité parce que je pense qu'on y trouve un certain nombre d'informations sur les orientations d'Enercité, sa volonté, son discours institutionnel, ses cibles, etc., etc. Et alors, il y a Bruno qui continue à poser quelques questions. Qu'est-ce que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à revendre vos parts, à sortir du projet? Alors, nous, les projets qu'on accompagne, on pense que de toute façon, on est relativement serein sur le fait qu'on trouvera
des acquéreurs. Alors, de toute façon, on a au sein des actionnaires des structures qui peuvent se mettre aussi à l'acquisition. Donc, on n'est pas trop en risque sur le fait de trouver des actionnaires sur des bons projets. Le risque est plutôt de trouver des bons projets. Donc, on va mettre les critères d'analyse et de rentabilité au début. Après la session, techniquement, on peut l'envisager de plusieurs façons, en externe, des porteurs de projets ou en interne. Donc, évidemment, on prendra plus de risques quand on a des sessions qui sont déjà anticipées, mais on est totalement en capacité côté Enercité de se dire on prend des options ouvertes sans visibilité aujourd'hui sur la sortie, parce que le réseau entre énergie partagée et la Caisse des dépôts, qui a quand même énormément d'outils territoriaux, fait qu'on considère qu'on a assez de visibilité sur des acquéreurs potentiels. Après, on n'est pas enfin, il peut y avoir des accidents, mais ça sera a priori très, très rare de ne pas trouver d'acteurs qui puissent nous racheter les parts. Le sujet, il est sur le prix. Je ne vois pas pourquoi on aurait d'autres contraintes. Et donc là, si on a pris des risques côté Enercité, que le prix de cession correspond pas aux attentes d'Enercité, mais que c'est la réalité du marché, ou c'est les risques qui se sont réalisés pendant le développement qui font que la rentabilité sur un dossier pour Enercité n'est pas celle qui prévoyait au début. C'est pas très grave, ça fait partie de la politique globale. Mais a priori, on trouvera toujours des acquéreurs. Le sujet est le prix. Et du coup, là, en fonction du développement, on sait qu'on a certains projets sur lesquels on va mieux valoriser que d'autres. Je vois pas de problème pour qu'on ne puisse pas techniquement trouver un acheteur. En fait, si je résume aussi, c'est vrai que c'est aussi l'exigence modérée de rentabilité du fonds ou de l'outil financier qui fait que vous êtes confiant sur la capacité à vendre au bon prix. Oui, ça va être une vision globale. C'est-à-dire que si un projet se développe de façon beaucoup plus lente ou avec des conditions financières qui n'étaient pas celles du début, et qu'on n'a pas nos objectifs de rentabilité sur ce projet-là, la logique d'Enercité, c'est de mutualiser avec des projets qui vont bien se passer, des projets qui vont mal se passer ou de façon qui ont un peu plus de difficultés. Donc, c'est bien une moyenne globale qui fait que on a fait un outil de mutualisation, et ça, on l'anticipe. Ok, il est 13h58, il nous reste 59 piles, il nous reste 1 minute. Si vous voulez encore poser des questions, donc j'invite nos spectateurs sur Facebook et vous tous présents là en direct sur ce webinaire à poser vos dernières questions pour Erwan sur cet outil Enercité. Si vous n'avez plus de questions, quelques mots pour vous dire que vous recevrez un compte rendu complet de cette séquence avec le support d'Erwan. On n'aura pas donc de schéma avec tous les outils de financement, malheureusement, puisqu'il est très compliqué à faire. Alors, je vais modérer ça, hein. Il y a des outils qui vont être mis en place par Énergie Partagée au niveau national avec des typologies. Mais je pense que le plus pertinent pour les porteurs de projets, c'est vraiment d'avoir cette frise, d'avoir ces outils-là au niveau régional. Parce que c'est là où on aura vraiment le détail de la politique régionale portée par l'ADEME et la région. On va mettre en place au niveau de l'association, dans la logique du réseau national, la photo des différents outils, mais des outils nationaux et qui sera, on va dire, incomplète, parce qu'il y a beaucoup la grande majorité des outils sur la partie émergence, mais un peu étude sera portée au niveau local. Et donc, merci Erwan. Donc, il est 14h, l'heure de refermer ce webinaire. Et donc, vous trouverez en revanche sur la vidéo de ce webinaire, à la fois dans ce compte-rendu, sur notre espace ressources et sur le site d'Enercité. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.